Alors, nous nous retrouvons pour toujours le cours sur Sens et possibilités de la vie politique. Nous avons dans le grand 1 essayé de réfléchir au fondement de la vie politique, la vie collective, et à présent dans le grand 2, je voudrais réfléchir à la notion de légitimité, hein, et montrer que la légitimité est fondée sur l'intérêt général. Voilà. Alors, pour expliquer cela, dans un premier temps, je voudrais un petit peu revenir sur cette notion de contrat social que nous avons évoquée, en analysant plus précisément ce terme de contrat social. D'abord, avant tout, qu'est-ce qu'un contrat? Hein, un contrat, c'est un échange que deux parties vont faire ensemble. C'est-à-dire que l'une des deux parties va s'engager à quelque chose et en échange de cela, l'autre partie va s'engager à autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre la notion de contrat en fait en analysant une transaction, n'importe laquelle, même, voilà, triviale et quotidienne. Quand on achète une baguette de pain, on fait un contrat. Enfin, c'est un contrat tacite, hein, mais c'est quand même un contrat. C'est-à-dire que vous vous engagez à donner 1 euro, et le boulanger ou la boulangère s'engage, pardon, de son côté à vous donner contre 7 € une baguette de pain. C'est là un contrat, même s'il est tacite, même s'il n'est pas formulé expressément, même si vous ne signez pas en bas d'une feuille, hein, c'est quand même un contrat. Et si jamais en fait vous donnez votre euro au boulanger qui ne vous donne pas le pain en échange, eh bien il est clair que votre contrat aura été lésé, hein, et que vous pourrez même avoir des recours juridiques contre cela, même si c'est un contrat qui est purement oral. Alors, quel est le rapport avec le contrat social? Eh bien, le rapport, c'est que Rousseau, en fait, euh, nous fait comprendre que pour que l'autorité soit fondée, pour que l'autorité soit légitime, que ce ne soit pas simplement le fait de la force, hein, mais le bien effectivement qu'il y ait là du droit, hein, eh bien pour que cette autorité soit légitime, il faut qu'elle résulte d'un contrat social, c'est-à-dire du consentement éclairé, du consentement libre des participants. Autrement dit, il faut que les participants donnent quelque chose en échange d'autre chose, hein. Et cet échange, ce sera un échange qui sera collectif et réciproque. Autrement dit, pour que le contrat soit valable, le seul contrat qui soit valable, qui ne soit pas un contrat de dupe, c'est un contrat dans lequel chacun va engager sa liberté, mais rappelons-nous, la liberté ne peut pas être échangée contre autre chose. Donc la liberté de chacun sera engagée en contrepartie d'une liberté, mais d'une liberté plus grande, car sinon le contrat n'a aucun intérêt. Hein, s'il s'agit de rentrer en société pour s'imposer des contraintes qui vont en fait tout bêtement supprimer la liberté, alors autant ne pas entrer en société. Je veux dire, si vous entrez dans un club de pétanque à condition de ne pas pouvoir jouer à la pétanque, dans ce cas, ça ne sert à rien d'aller vous engager dans cette association. Donc en fait, pour que l'association civile, pour que la vie collective ait un sens, il faut en fait, et pour que les obligations soient légitimes, pour que l'autorité soit légitime, il faut à ce moment-là que chacun mise sa liberté, enfin pardon, engage sa liberté, c'est-à-dire s'engage à respecter des lois, en fait à renoncer, si vous voulez, à son libre arbitre personnel et à se soumettre aux lois, en échange d'une liberté plus grande. Sinon, ce pacte n'a aucun intérêt et aucun sens. Alors, petite remarque sur la méthode de Rousseau. En fait, Rousseau ne veut pas dire par là que, en fait, à l'origine de chaque société, il y aurait eu, je sais pas, des philosophes politiques qui auraient expliqué. Alors là, vous avez les amis, alors le contrat social, je vous explique ce que c'est. On se met tous dans une grande clairière et puis on fait tous un grand serment, la main levée comme ça, pour dire oui, je jure d'engager ma liberté personnelle sous les lois, à condition de. Bon, non, c'est pas un événement historique. Le Rousseau ne parle pas des faits. Hein, écartons tous les faits, écrit-il au début du second discours. Ce qui lui importe, c'est de comprendre en fait les notions exactes. Hein. Voilà ce qu'il écrit dans le manuscrit de Genève, c'est une version préliminaire du contrat social. Il importe premièrement de se former sur l'essence du corps politique des notions plus exactes que l'on a fait jusqu'ici. C'est-à-dire que ce qui importe avant tout, c'est de comprendre ce que c'est qu'une obligation, parce que ce mot d'obligation est souvent usurpé. Ce qui importe, c'est de comprendre ce que c'est qu'une loi, parce que ce mot de loi est souvent usurpé. Ce qui importe, c'est de comprendre ce que c'est que le souverain, parce que ce mot également est largement usurpé. Donc en fait,
Euh, c'est un modèle, le contrat social est un modèle, un peu comme voilà, une règle est un modèle. Je veux dire, il n'y a pas forcément d'objet rectiligne dans la vie réelle, dans la vie physique, mais euh, la, la, la règle est un outil qui me permet de voir si un objet approche ou pas de cette forme rectiligne. Hein. Et donc le contrat social, en fait, c'est un modèle par lequel on va pouvoir comprendre si un État est légitime ou pas du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément un fait avéré historique qui serait à l'origine de toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'en fait l'origine des sociétés, oui, c'est probablement la force, comme dit Hobbes, mais c'est pas le fondement. Il y a une différence entre fondement et origine. Historiquement, oui, les sociétés ont certainement été toutes construites sur la force, sur la conquête, sur l'abus, sur la violence. Hein. Mais ce qui rend l'obéissance légitime, ce qui fait que l'obéissance est fondée, c'est de voir si bah, des citoyens de telle société, par exemple, pourraient légitimement passer un contrat de ce type. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ça correspond? On applique, vous voyez, le double décimètre sur la société empirique existante pour voir si ça marche. Hein. Donc est-ce que, par exemple, dans une société donnée, le citoyen gagne par son obéissance aux lois davantage de liberté qu'il n'en a abandonné, qu'il n'en a cédé? Hein. Voilà, c'est ça en fait, c'est à ça que ça sert le contrat social. Hein, c'est à comprendre en fait si l'autorité est fondée ou si l'autorité est usurpée. Hein. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce concept de contrat social. Alors, attendez, comment j'ai organisé mon... Ah oui, pardon, je m'y perds. Bon, alors, autrement dit, en fait, une société fondée sur un contrat social, c'est forcément une société républicaine, c'est-à-dire une société dans laquelle c'est l'intérêt général qui gouverne. En latin, res publica signifie chose commune. Non, alors attendez. Res publica, chose commune, et c'est ce mot qui est à l'origine du français république, c'est-à-dire que la chose commune, c'est le régime dans lequel l'intérêt général, la chose commune donc, gouverne, hein, dans lequel c'est pas l'intérêt particulier qui s'exerce au détriment de l'intérêt de la grande masse, c'est pas l'intérêt du despote qui prévaut sur celui des citoyens, mais c'est l'intérêt collectif qui prévaut sur l'intérêt individuel. Voilà, c'est ça une république. Hein. Et donc tout régime légitime est forcément républicain. Dit Rousseau, il n'y a pas à chercher quels sont les autres régimes en dehors de la République qui soient légitimes, hein, car quelle que soit la forme de son gouvernement, la République est le seul régime qui soit légitime, c'est-à-dire le régime où l'intérêt général gouverne. Quelle que soit la forme de son gouvernement, alors on s'approche d'un point difficile que je laisse pour le petit 3, hein, et pour la prochaine vidéo, quelle que soit la forme de son gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait une république peut parfaitement avoir un gouvernement bon, démocratique, mais aussi bien un gouvernement aristocratique, voire un gouvernement monarchique. Cela peut s'envisager. Il peut arriver par exemple que dans une monarchie, excusez-moi, le roi ne fasse pas prévaloir son intérêt personnel, mais fasse primer l'intérêt du peuple. Hein. C'est parfaitement envisageable. On ne peut pas réduire la monarchie au despotisme, comme je l'ai peut-être laissé un peu penser au début en simplifiant les choses, je l'avoue, quand j'ai parlé de la Boétie. Bon, alors, oui, par comparaison, Montesquieu dit quelque chose qui est très intéressant au sujet du despotisme. Montesquieu analyse les différents types de régimes possibles, et dans le cas du despotisme, il fait valoir quelque chose qui est très intéressant. Donc, le despotisme, c'est le régime qui est gouverné par un despote. Hein. Un despote, c'est quelqu'un qui gouverne sans loi et uniquement dans son propre intérêt ou l'intérêt de ses proches, de ses amis, de sa famille. Voilà. Bon. Alors, le despotisme, pardon, est un régime qui est à la limite du régime politique. C'est-à-dire qu'en fait, avec le despotisme, on n'est pas exactement dans la République. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'est pas exactement dans la politique, excusez-moi. Parce qu'en fait, le despote gouverne son empire, son territoire, comme si c'était son bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une gestion domestique, c'est une administration domestique d'une collectivité et non pas une administration politique d'une collectivité. C'est-à-dire qu'en fait, le despote, très clairement, est virtuellement propriétaire de tous les biens qui sont dans son royaume. Il est virtuellement propriétaire de la vie de tous ses sujets, puisqu'il gouverne sans loi. Hein. Cela signifie qu'à chaque instant, il peut décider de faire tomber les foudres de sa colère sur n'importe lequel de ses sujets, hein,
et donc de réduire son existence à néant, de le priver de ses biens, de lui voler sa femme et ses enfants, enfin j'en sais rien. Enfin, vous voyez, c'est ça le despotisme, hein, c'est le propre d'un régime despotique, c'est que finalement les citoyens ne sont jamais assurés de leur vie, de leurs biens, de leurs proches, etc. Hein, et ils sont à tout instant soumis à l'arbitraire finalement, l'arbitraire qui gouverne partout. Et donc, c'est là une gestion de la vie publique qui est entièrement privée, qui n'est pas publique. Il n'y a pas d'espace public dans le despotisme, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la politique, en fait, avec le despotisme. Vous voyez, par comparaison avec la chose publique, on comprend, enfin, je trouve cette comparaison aide à saisir un peu ce qu'il faut entendre par république, hein. La république, c'est le régime dans lequel la chose publique est quelque chose, vaut véritablement, et n'est pas simplement accaparée par la rapacité d'un despote ou d'un tyran. Voilà. Alors, du coup, il est temps d'aborder cette difficile question, la question de la notion de loi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi dans ce cas-là? Est-ce qu'une loi peut être un simple décret passé par ou décidé par le chef de l'État ou par le chef du gouvernement? Non, c'est un acte particulier et les actes particuliers sont évidemment nécessaires et utiles, mais la loi, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que la loi est définie par l'expression de la volonté générale, hein, et par conséquent, la loi ne peut être que générale. Alors là, il y a un point qui est extrêmement important que les historiens de la philosophie ont appelé la double généralité de la loi. Double généralité de la loi. C'est-à-dire que pour que le mot de loi ne soit pas usurpé et pour qu'un décret soit, enfin pour qu'un acte soit véritablement une loi, il ne suffit pas qu'il porte ce nom de loi, parce qu'après tout, on peut toujours donner n'importe quel nom à n'importe quelle chose quand on est le maître, hein. Mais il faut que la loi, en fait, soit générale. Alors, générale en deux sens, dit Rousseau, il faut qu'elle soit générale au sens où elle porte sur un objet général, et il faut qu'elle soit générale au sens où euh, elle, euh, elle soit prise par la généralité des citoyens. Bon. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle soit générale dans son objet. Cela signifie que la loi ne peut pas porter sur des cas particuliers. La loi est forcément un principe général. C'est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur les objets généraux, hein, et donc la loi ne peut pas statuer sur une classe particulière de citoyens, mais elle doit être la même pour tous, elle doit porter sur l'ensemble des citoyens. Il y a là, ici, une analyse de la part de Rousseau qui est extrêmement précise et éclairante par rapport à la question inévitable qu'on va poser. Les lois sont-elles toutes bonnes? Les lois sont-elles favorables à la liberté ou bien détruisent-elles la liberté? Pourquoi? Parce que, en fait, d'après tout ce que l'on a dit, le but de la loi, en exprimant la volonté générale, c'est bien de protéger la liberté de chacun. Bon, puisque l'intérêt de chacun se soumettant à la loi, c'est d'agrandir sa liberté. Bon. Donc, il faut que la loi protège la liberté. Mais on a tout de suite l'objection qui nous vient à l'esprit, mais enfin, et les lois discriminatoires, ou bien au contraire, enfin les lois qui discriminent positivement ou négativement, c'est-à-dire soit qu'elles établissent des privilèges, soit qu'elles établissent des discriminations, ces lois-là, bon, bah, voilà, je sais pas, les lois antisémites de Vichy ou les lois antisémites nazies, on n'a pas tellement l'impression qu'elles étaient favorables à la liberté. Bon, mais justement, c'est que ce n'étaient pas des lois, c'était pas des lois, puisque en ciblant une catégorie particulière de la population, en disant voilà, alors on va attribuer tel genre de droit aux Ariens, et puis au contraire, on va priver de ces droits les Juifs, eh bien, en établissant ainsi des discriminations, une telle loi, du coup, ne pouvait pas correspondre à ce que c'est qu'une loi. Enfin, c'est comme décider d'appeler une pomme une banane. On peut toujours dire que c'est une banane, si c'est une pomme, c'est une pomme. On peut décider de l'appeler comme on veut, mais par contre, l'essence de la pomme restera l'essence de la pomme, même si on décide d'appeler cette pomme autrement, hein. Eh bien, c'est la même chose ici avec les lois discriminatoires ou bien les lois qui établissent des privilèges. Elles ne peuvent pas être des lois, hein, du fait justement qu'elles ne portent pas sur la généralité de leur objet, hein, mais statuent sur des cas particuliers, hein, que ce soit pour leur attribuer des privilèges ou au contraire pour leur infliger des discriminations. Voilà l'objection classique contre la loi. Alors le deuxième point qui est très important, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure, c'est que la loi, pour être loi, doit être donc portée sur un objet général, pardon, mais également être prise par la généralité de la volonté populaire. C'est-à-dire que Rousseau, en fait, est fondamentalement hostile au régime représentatif, hein, et il nous
met en garde, il met en garde son lecteur contre le régime représentatif, c'est-à-dire le régime dans lequel on élit des députés ou des représentants pour faire les lois, hein, parce que on ne peut pas être sûr, nous dit Rousseau, que le député va représenter ma volonté. Encore une fois, la volonté ne peut pas s'aliéner, hein, la liberté ne peut pas s'aliéner. Par conséquent, je ne peux pas transférer ma liberté à autrui, et le député ne peut pas non plus mettre entre parenthèses sa propre liberté pour faire valoir la mienne, hein. Et donc Rousseau nous met en garde contre le problème de ce qu'on appelle en fait un peu le conflit d'intérêts, hein, le problème de la représentation en général. Comment être sûr que le député que j'ai élu va effectivement faire valoir l'intérêt général et non pas un intérêt particulier, que ce soit que ce soit son intérêt ou que ce soit celui d'un lobby, de son parti, etc. C'est vraiment le grand problème de la démocratie représentative, hein. Et à ce jour, aucune démocratie n'a trouvé de réponse véritablement, absolument convaincante contre ce problème. Voilà. Dans tous les autres cas, dans le cas où on donne le nom de loi à quelque chose qui ne correspond pas à cette définition de loi, à la notion exacte de la loi, eh bien le contrat social est usurpé et on retombe dans le pacte de dupes que j'avais évoqué plus haut. Alors, question à présent classique, y a-t-il contradiction entre la loi et la liberté? On a commencé à y répondre en disant que le but de la loi était bien de protéger la liberté. C'est vrai que les lois ne sont pas prises, ne sont jamais prises dans le but d'entraver l'action des hommes, mais de protéger les hommes, quoi. Globalement, c'est à ça que servent les lois. Bon. Alors, euh, un cas paradoxal pour le comprendre. Le cas du voleur. On pourrait se dire, bon, les lois, c'est quand même contraignant, les lois m'interdisent de faire plein de choses, donc je suis pas libre si j'obéis aux lois. Bon, et donc obéir aux lois, pardon, être libre, excusez-moi, serait plutôt, bon, faire un peu ce qui me passe par la tête, quoi. Hein, alors, cette vision euh, caricaturale de la liberté, je vous propose de la regarder de plus près à travers l'exemple, le contre-exemple plutôt du voleur, c'est-à-dire celui qui se dit bon bah voilà, moi je trouve que les lois oppriment ma liberté, donc je décide voilà de passer par-dessus, et si donc moi, je sais pas, moi le bien de mon voisin me fait envie, ben voilà, je vais m'en emparer, et puis je n'ai pas besoin d'en référer aux lois sur la propriété. Bon, je voudrais vous faire observer que le voleur qui ainsi, et on pourrait multiplier genre d'exemple sur d'autres types de délits ou de crimes, hein, le voleur qui ainsi agrandit ou croit agrandir sa liberté en s'emparant du bien d'autrui ne peut en profiter que si ses propres biens et même sa propre vie sont protégés par les lois qu'il enfreint. C'est-à-dire que le but du voleur, après tout, bon, c'est quand même euh, voilà, de s'arroger la propriété des autres pour en faire la sienne. C'est-à-dire qu'en fait, son but, c'est quand même d'être propriétaire. Donc, il ne veut pas être contre la propriété, il ne veut pas être contre les lois qui protègent la propriété, dans la mesure où lui-même, en fait, il cherche à devenir propriétaire et à jouir de la propriété, enfin, du bien enfin, de l'acquis, pardon, de ses rapines. À l'inverse, celui qui vole, en fait, mais sans du tout chercher à profiter pour lui-même de ça. Bon, c'est plus exactement la même chose qu'un voleur, c'est un anarchiste, et c'est pas exactement la même chose, hein. Mais alors, il y a toujours un peu c'est un peu le problème Casa de Papel, c'est-à-dire, bon, est-ce être motivé par un vol anarchiste pourrait être motivé par le seul souci de profiter par soi-même de la propriété des choses qu'on aurait acquises. Bon, bah non, c'est une contradiction dans les termes. En fait, le voleur a besoin de la propriété. Le voleur est un bourgeois. Le voleur a besoin de protéger d'un régime protégeant la liberté. Il a besoin de policiers, il a besoin etc. Hein, pour pouvoir bénéficier, pouvoir profiter du produit de ses activités illicites. Euh, C'est-à-dire que, en fin de compte, la loi a toujours pour but de protéger la liberté des citoyens, même quand ils l'enfreignent, hein. Et après tout, voilà, le voleur est protégé par la loi, l'assassin est protégé par la loi, et si les lois qu'ils enfreignent étaient véritablement suspendues, ils seraient les premiers à en souffrir, hein. Donc le but de la loi, c'est bien de protéger l'ensemble des citoyens en s'imposant collectivement à tous. Parce qu'à partir du moment où je
renonce à nuire à autrui, j'obtiens dans le même temps la garantie qu'autrui n'aura pas le droit de me nuire. Et donc, en renonçant à nuire à une personne, je m'épargne d'être malmené par toutes les autres. Hein. Et autrement dit, en fait, en renonçant à mon droit à me protéger par moi-même, je bénéficie de la protection de tous les autres également. Hein. Autrement dit, l'obéissance à des lois fondées telles que le décret de contrat social euh, a pour but de protéger, de permettre la liberté des hommes, parce que finalement dans l'état de nature il n'y a pas de liberté. Je veux dire, si chacun fait ce qu'il veut en permanence, en fait finalement on finit toujours par retomber sur plus fort que soi, et à la fin on fait plus du tout, on fait plus grand chose, voire plus rien du tout. Voilà, donc obéir aux lois et être libre n'est pas une contradiction, c'est même par l'obéissance aux lois qu'on peut être libre. Rousseau pousse le paradoxe encore plus loin en faisant remarquer qu'à Gênes, au Moyen-Âge, Gênes, vous savez, la ville de Ligurie en Italie, hein, les galériens portaient sur leur fer, le mot libertas, ce qui peut sembler être une sorte de provocation de narquoise de mauvais goût, mais en fait cela voulait dire que les citoyens condamnés aux galères, c'est en fait les criminels qui avaient commis des crimes, étaient aux galères en raison de la liberté dont eux-mêmes avaient joui naguère lorsqu'ils étaient encore libres, qu'ils n'avaient pas encore péché contre les lois. Et à ce moment-là, en fait, ils étaient libres parce qu'ils étaient prémunis des criminels qui pourraient attenter à leur vie, pourraient attenter à leurs biens, etc. Et donc, en fait, le mot libertas sur leur fer signifiait que le prix de la liberté, c'était un système qui aussi punit les abus, punit les crimes. Hein. Voilà. Ah oui, un petit exemple pour. Ah oui, contrainte et obligation. Attendez, on va déplacer ça. Contrainte et obligation. Alors, un point de vocabulaire très important. La contrainte et l'obligation, ce ne sont pas du tout la même chose. La contrainte nous est arrachée par la nécessité. L'obligation, c'est une nécessité que l'on a choisie. Bon. Par exemple, quand on s'oblige à faire quelque chose, c'est pas qu'on y est contraint, c'est parce qu'on trouve que c'est bien. Et donc, de cette façon, on peut obéir aux lois, non pas parce qu'on y est contraint, parce qu'on a peur d'aller en prison, mais parce qu'on y trouve un intérêt. Parce que, je ne sais pas, par exemple, moi, je veux dire que payer mes impôts, c'est utile, non pas parce que tout simplement j'aurais peur après d'avoir des pénalités, d'aller en prison, d'être puni, etc., mais parce que je trouve que c'est bien que l'argent public, que les citoyens contribuent au budget public et donc à l'édification, enfin la construction et l'entretien des routes, des écoles, des hôpitaux dont nous profitons tous. Hein. Et c'est bien à cela que servent les impôts. Effectivement, les impôts ne servent pas à payer en fait des grosses berlines pour les sénateurs et les députés. Non, les impôts servent avant tout à financer des équipements communs qui sont utiles à tout le monde. Hein. Et donc vous voyez, on peut parfaitement obéir aux lois. Bon, par exemple ici. Payer ses impôts, parce qu'on y voit un intérêt pour moi, un intérêt pour la société. Hein. C'est dans cette mesure-là que ici l'obéissance à la loi agrandit la liberté de chacun, parce que si je devais en fait m'occuper par moi-même uniquement de l'éducation de mes enfants et de mes déplacements et de ma santé, eh bien en fait je n'y parviendrais pas. Voilà, je pourrais pas. Et donc on a besoin de l'ensemble d'une construction sociale, et donc chacun doit aussi y contribuer. Hein, voilà. Bien, je m'arrête ici après ce grand éloge pas du fonctionnaire, du contribuable heureux. Voilà, je vous laisse ici, et donc dans le prochaine vidéo, on traitera du rapport entre souverain et gouvernement.